Allons-y. Eh bien, donc bienvenue à toutes et à tous surtout sur ce meet-up ce soir animé par notre ami David de Devoteam qui va nous parler de réseau et de networking dans Azure avec un one-on-one. Donc ce ne sera pas une session de deep dive. Si, peut-être, un petit Ça peu. dépend. On va On voir. va voir, Non, hein. Ça dépend des niveaux, ça dépend des questions. ouais, En tout cas, on n'est pas beaucoup, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à prendre la parole ou à intervenir en session de questions-réponses à la toute fin. Voilà, écoute David, je te laisse la main. ça marche. Et ben on y va. Alors du coup, normalement je partage mon écran. Bon. Je ne sais pas s'il partage le bon écran. C'est bon, vous voyez? Azure Network Service Super. one-on-one. Ok, est-ce que je peux le mettre en plein écran ce truc-là? Present. Ouh, ça marche. Ok. Bon. Alors du coup, effectivement, on fait un one-on-one. Alors je voulais focuser au début sur un peu tous les services managés Azure, un peu comme vous avez fait la dernière fois sur votre tour d'horizon data. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait un peu trop. En plus, il y en a plein de nouveaux. On en parlera tout à la fin. Et du coup, on fait un one-on-one au sens où je vais vous présenter un peu les trucs principaux. On va quand même deep diver un peu sur quelques petites spécificités sur le filtrage et le routage. Parce qu'il y a, en retour d'expérience, ceux qui travaillent avec moi peuvent le dire, hein, il y a des petites subtilités. Et du coup, je vais essayer de vous parler de ça à travers 2-3 règles. C'est un petit bout de démo que je ferai par la suite. Donc, ça va se diviser en deux parties. On va d'abord montrer des trucs en slide. Et ensuite, on va essayer de rajouter des choses et de les casser et de montrer pourquoi ça casse et pourquoi ça ne devrait pas casser, etc. etc. quoi. Ok, donc je commence par des network building blocks que je vais vous présenter rapidement. Je vais parler un tout petit peu de load balancing, mais très très rapidement, histoire de vous présenter quand même ces briques-là. C'est un peu à cheval entre le réseau et l'appli, en fait. Donc, selon les gens, on n'est pas tous d'accord pour dire que c'est vraiment que orienté réseau, même si c'est un service réseau. Et après, un petit peu de moyens d'accéder au pass, parce que c'est aussi des questions qui reviennent régulièrement. Et ensuite, un peu de démo, parce que bon, on aime bien la démo. Voilà. Ok. Alors, donc, ça, c'est moi, vous me connaissez déjà. Donc, je suis David Frappard, je suis MVP chez Devoteam mCloud depuis un moment. Je suis chez Devoteam depuis un moment, je suis MVP depuis 2019. J'aime beaucoup Final Fantasy et je suis un grand fan des certifications. J'en passe à peu près autant que je mange de gâteaux. Voilà. Ok, sur les network building blocks, du coup, le truc de base, alors du coup, je pense que Laurent, je te donnerai les slides et puis à chaque fois, j'ai mis un lien avec la documentation associée. Là, c'est un truc qui synthétise un petit peu, mais comme ça, si vous avez accès aux slides après, vous avez la doc. Tout est plus ou moins bien documenté dans Azure et donc il y a plus de détails dessus. Donc, la brique de base du réseau dans Azure, c'est pour faire du IaaS et ça s'appelle un virtual network. C'est ni plus ni moins qu'une bulle réseau isolée sur laquelle on peut connecter des objets, dont des machines virtuelles, mais pas que. Euh, et donc du coup, ça va être associé en termes de définition à un range IP. Pas forcément dans RFC 1918 parce que finalement Microsoft ne vous dira jamais non si vous n'utilisez pas un range 1918, mais c'est mieux de le faire parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes de routage. Et une limitation importante à connaître, en tout cas pour le moment, c'est que vous êtes limité à 65 535 IP privés. Donc ça veut dire un slash TS quoi, en gros. Euh, Vous pouvez très bien rajouter un range plus grand, mais du coup, vous n'aurez pas plus d'IP, donc du coup, potentiellement, vous risquez de tomber sur cette limite. Donc, il vaut mieux prendre un range qui reflète la réalité des IP que vous pouvez avoir. D'accord? Ça pourrait t'amener à changer. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'IPv6 pour les adresses IP privées, mais on commence à en voir sur les IP de load balancer, donc j'imagine que ça arrivera à un moment ou à un autre. On peut se connecter depuis l'extérieur ou à un réseau on-premise. On peut se connecter aussi à tout ce qui est Internet. C'est un peu l'intérêt, hein, c'est distribué, c'est connecté au reste du monde. Mais par défaut, ça reste une bulle isolée. Et il n'y a rien qui a accès depuis l'extérieur à cette bulle isolée sans que vous décidez pas d'ouvrir des choses. D'accord? La subtilité étant qu'avec le portail, on ouvre plein de choses sans trop s'en rendre compte. Le réseau en lui-même, il sert à rien s'il n'y a pas de subnet, parce que c'est le subnet qui porte les adresses IP, en fait. Et du coup, c'est le subnet qui va consommer des IP dans les ranges qui sont attribués à votre VNet. Euh,
On fait pas de broadcast ni de multicast, mais pour autant, on consomme quand même les zip associés au broadcast, c'est assez rigolo. Il y a du DHCP et du coup, vous ne ferez pas du DHCP classique. Il fait de la RP aussi, plus ou moins. On ne fait pas non plus de multicast, du coup. C'est pas étonnant, hein. C'est ni plus ni moins qu'une bulle VXLAN, même si on ne le dit pas. Et donc, dans le VXLAN, comme vous le savez probablement, il n'y a pas de broadcast, pas de multicast. C'est pas fait pour. D'accord? Sur ce petit schéma, je vous illustre un VNet avec deux ranges 10 joints, un 1057 et un 1066. Et je vous illustre aussi du coup deux subnets avec chacun un range dans un de ces deux ranges associés. D'accord? C'est 10 joints et pourtant c'est routé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que les espaces sont pas joints que dans le VNet le réseau se parle pas. Et d'ailleurs, on parlera un tout petit peu de peering après. À partir du moment où les réseaux sont connectés d'une manière ou d'une autre, le plan d'adressage a beau ne pas être joint ou continu, il y a routage. Sauf quand on fait des exceptions et on en parlera aussi. D'accord? Par contre, un subnet, c'est un range continu forcément. Le VNet, ça peut être plusieurs ranges discontinus. Par contre, un subnet, c'est forcément un range. Et comme je vous disais, il est forcément pris dans le range associé, dans un des ranges associés à votre virtual network. D'accord? Une VM peut être associé uniquement à des subnets et pas directement au VNet. C'est pour ça que je disais il faut d'abord créer un subnet avant de créer d'autres choses. Et enfin, petite subtilité, contrairement au réseau de base dans le monde du réseau classique, où on consomme la première et la dernière adresse IP, et ben dans le réseau ici, on consomme 4 IP. Donc la première et la dernière, donc la première pour le réseau, la dernière pour des raisons protocolaires, comme c'est marqué dans la doc. Ça devrait être le broadcast, mais comme je vous dis qu'il n'y avait pas de broadcast, bah, on dit raison protocolaire. Et ensuite, du coup, si on prend l'exemple 1057 1 024, ça veut dire que la 1, la 2 et la 3 sont aussi consommées. De mémoire, il doit y avoir une IP qui est utilisée pour le DNS, une pour le routage, justement, et une pour future usage, comme ils disent. OK? Ça, c'est pour les VNet et les subnets, du coup. Et quand on veut commencer à protéger les choses, on va commencer à parler d'un truc qui s'appelle le Network Security Group. Pour ceux qui sont familiers de NSX ou d'OpenStack, bah, c'est un peu le même genre, hein. C'est une extension de kernel quelque part, mais alors du coup c'est du Hyper-V plus ou moins caché, qui permet de faire du filtrage. Ce slide n'est pas très joli, parce qu'il y a plein de choses à mettre dedans, mais en gros, retenez ceci, un NSG, ça permet de faire du filtrage distribué, donc de la micro-segmentation. Vous allez définir une source, une destination pour ouvrir des flux. Vous pouvez faire du hello ou du deny, à l'opposé de d'autres cloud providers où on peut faire, selon les cas, que du hello et pas de deny. Et les règles sont évaluées par ordre de priorité de 100 à 4096. D'accord? La petite subtilité aussi, c'est que le NSG s'applique soit au subnet, il s'associe soit à un subnet, soit à une machine virtuelle, mais en fait, les règles sont toujours évaluées par les cartes réseau à chaque fois. Ce qui veut dire que, en fait, quand vous avez deux NSG associés, un au subnet et un à la machine, et ben vous évaluez des règles d'abord sur le NSG du subnet pour le trafic entrant, puis au NSG de la machine, et l'inverse pour le trafic sortant. D'accord? Par contre, pas plus de deux NSG associés, ce qui est encore une fois différent d'autres cloud providers. Ok? Et là, il y a ce superbe schéma qui est sans aucune honte pris de la doc Azure, parce qu'il est quand même relativement clair, et qui vous permet de comprendre comment vont être évaluées vos règles de firewall. D'accord? Il y a un autre outil aussi qui est très graphique, qui vous permet d'évaluer les règles en place, les effectifs NSG rule. Ça s'appelle Network Watcher et on regardera ça juste après. D'accord? Je vous le mets juste là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que du coup, on a plein de choses à se raconter. Mais si vous cherchez dans la doc l'évaluation des Network Security Group Rules, vous tomberez sur ce petit schéma qui vous permet de déterminer comment évaluer le trafic. D'accord? Euh, Ah, oui, du coup. Oui, mais souvent, je ne sais pas pour vous, on vient de l'on-premise, du coup du data center, et vous allez très certainement être confronté à cette question. Mais moi, je veux un firewall comme on-premise. Alors, effectivement, on peut faire ça. Souvent, on va avoir du coup une topologie réseau qui s'appelle Hub and Spoke, que j'essaie de représenter sur le schéma, enfin que j'ai volé sur le schéma de Microsoft encore une fois, qui est représenté sur la droite. Vous avez un virtual network central qui est connecté aux autres avec les petites flèches noires là. Et du coup, celui-ci s'appelle le hub et dedans, on met plein de choses, dont un firewall central pour faire du filtrage nord-sud. C'est-à-dire tout ce qui rentre d'Azure et qui ressort d'Azure passe par ce truc-là. C'est pas obligatoire, mais souvent ça permet de faire comme avant, en fait,
Et du coup, c'est ce que vous demandent les gens avec qui vous travaillez dans les réseaux, d'accord? C'est pas forcément la seule solution ni la solution préférée, ça reste une question d'opinion, hein. Mais voilà. Et donc du coup, si vous voulez avoir un firewall comme on-prem, comme on dit, vous avez la possibilité d'utiliser ce truc qui s'appelle Azure Firewall ou d'utiliser l'écosystème du marketplace. Donc vous pouvez très bien faire du FortiGate ou du Checkpoint. Pourquoi pas, ou du Palo, sous forme d'appliance IaaS. Et ça vous permettra d'avoir un appliance NVA qui fait du filtrage. D'accord? Là, je vous parle juste de l'Azure Firewall parce que l'idée, c'était plus de vous parler de service manager. Il a l'avantage d'exister, d'être plus managé qu'un Palo ou qu'un checkpoint en mode IaaS, puisque du coup, vous ne le gérez pas, hein, il est quand même géré côté Azure. Par contre, il fait quelques trucs de moins. Mais aussi quelques trucs de plus, notamment sur de la gestion DNS. Donc, une fois, on rentre pas trop dans le détail. Le gros avantage, par contre, c'est que vous gérez pas l'OS, vous gérez pas le patching, et il est nativement compatible avec du monitoring dans Azure. D'accord? Donc, il y a quelques avantages là-dessus. En ce qui me concerne, mais ça reste mon opinion, je trouve qu'il est plus intéressant de faire du filtrage avec de la micro-segmentation. Donc, j'ai tendance à recommander le cumul et des NSG, et si vraiment les gens le veulent, d'avoir en plus un NVA dans le Virtual Network, d'accord, de Virtual Network Hub. C'était pas obligatoire, mais je trouve que ça permet d'avoir une approche plus distribuée qui est plus cloud native. Encore une fois, il y a de la doc si vous voulez. Après, du coup, on commence à parler un petit peu de routage. Alors, je vous ai dit, je reviens un petit peu en arrière parce que du coup, je vais illustrer mon propos. Rappelez-vous, je vous ai dit ici, tout est routé. Et du coup, si je veux qu'une machine, par exemple la VM1, elle parle à la VM4 en passant par un chemin spécifique, par défaut, c'est routé et ça passe par là. D'accord? Tout se parle entre eux. Si je veux changer ce comportement par défaut, il faut que j'utilise un objet qui s'appelle la User Defined Route, qui vous permet de modifier le routage par défaut. D'accord? Donc comme son nom l'indique, c'est une route que vous définissez, parce que du coup, en fait, dans la bulle réseau Azure, vous avez les default routes. Vous avez aussi potentiellement des routes qui sont propagées par BGP quand vous avez une connexion express route ou un VPN qui fait du BGP. Et vous avez du coup après l'UDR. Comme pour tout le routage classique, celui qui gagne en termes de route, c'est la route la plus fine, donc le préfixe le plus long ou en gros le CIDR mask le plus gros qui gagne. D'accord? Et si jamais on a une équivalence, c'est du coup l'UDR qui gagne, ensuite la route BGP, ensuite la route système. On va illustrer ça un peu plus clairement. Ici, j'ai un joli tableau que j'ai aussi piqué à la documentation Azure. Donc en gros, l'idée, c'était de vous synthétiser un petit peu ce qui existe dans la doc Azure et qui est un petit peu étalé partout, si vous ne savez pas où aller. Et du coup, vous voyez que en source, on a du default, on a du Virtual Network Gateway, on a aussi du default avec d'autres trucs. Et donc, du coup, ça, c'est les routes que vous allez avoir par défaut. Dans un VNet, quand il est tout seul, sans être connecté à rien, vous avez les 6 premières lignes. D'accord? Donc, du coup, vous avez une route qui est unique au Virtual Network, qui vous dit que le prochain hop réseau, c'est le Virtual Network. C'est la règle qui dit que tout ce qui est dans un Virtual Network est routé ensemble. D'accord? Il y a une autre route qui adresse le range de 0,0,0,0/0, qui dit que le next hop c'est Internet et qui du coup vous fait sortir sur Internet quel que soit le workload que vous avez dans vos virtual network. Contrairement à d'autres cloud providers, ici on n'a pas besoin d'avoir un device spécifique qui vous coûte des sous en plus pour sortir sur Internet. Il y a une espèce de proxy transparent qui fait que toute machine qui est dans un VNet, même si elle n'a pas d'IP public, elle peut sortir sur Internet. La problématique, enfin, l'aspect positif de ça, c'est qu'on sort sur Internet sans trop de problèmes. L'aspect un peu moins sympa, c'est que du coup, on ne sait pas forcément avec quel IP on sort. Et donc, du coup, on a éventuellement d'autres problématiques à adresser. Et ensuite, vous avez deux autres routes. Je ne sais pas si je n'ai pas raté une d'ailleurs. Il y en a peut-être une entre les deux avec la 172.16, qui vous disent que du coup, les ranges RFC 19-18 ne sont pas routés ailleurs, puisque du coup, ils ne devraient pas être routés ailleurs. En toute logique, hein, c'est des adresses non routables. Et donc, du coup, le next hop type, il y a marqué none. Et donc, du coup, ça ne va nulle part. D'accord? Ensuite, il y a un exemple sur la partie default unique du virtual network avec VNet peering. C'est quand vous connectez deux virtual networks entre eux, et ça, on va le faire tout à l'heure en l'occurrence. Et ben dans ce cas-là, vous allez avoir une route qui va être rajoutée qui va vous dire que deux virtual networks qui sont connectés entre eux, on rajoute du routage pour qu'ils puissent se parler entre eux. Ça, c'est pareil, c'est fait automatiquement, ça compte
dans les routes default à partir du moment où vous faites un VNet peering ou un VNet global peering, et on peut le retrouver en allant chercher les routes dans Network Watcher. On essaiera de voir ça tout à l'heure aussi. Et voilà, la problématique, c'est que ça fait encore une autre route qui est marquée comme default, qui rajoute un comportement. Et si vous n'avez pas eu le temps de creuser cette documentation Azure qui vous explique ça plus ou moins clairement, vous ne savez pas bien comment c'est modifié, comment c'est configuré en termes de routage. D'accord? Euh, Donc ensuite, j'ai un autre exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes connecté avec un réseau externe hybride, avec du ExpressRoute ou du VPN, vous allez avoir une source de route qui s'appelle Virtual Network Gateway, qui va vous porter toutes les routes qui sont propagées par BGP. D'accord? Dans ce cas-là, du coup, le next hop type, ça va être un Virtual Network Gateway, en l'occurrence, puisque ce sera l'appliance qui vous connecte avec le reste du monde. Et en gros, il vous dira que pour atteindre les routes qui sont définies, qui viennent de l'extérieur de votre Azure, on va vers le truc qui vous permet de sortir d'Azure avec votre réseau privé, qui est du coup votre Virtual Network Gateway. D'accord? C'est ni plus ni moins la connexion VPN ou ExpressRoute. Et enfin, on en a un autre qui est non des moindres. Quand on fait du service endpoint, euh, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, du coup, en plus en détail, pour accéder à des services PaaS à travers un virtual network, et ben, il y a des routes spécifiques qui sont rajoutées au niveau du subnet et qui font que le trafic sort forcément directement depuis votre subnet dans votre VNet vers le service pass identifié sans forcément passer par Internet entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'allez pas adresser ça avec une IP publique. Et c'est pour ça, pour ceux qui sont familiers de cette partie pass, que vous allez voir sur vos services, par exemple Azure SQL, des virtual network rules. Ces virtual network rules sont accumulés avec les services endpoint et du coup le routage associé fait qu'on passe toujours par là. Ça veut dire aussi que si jamais vous avez un design où on vous dit que le trafic vers le service pass doit passer par un appliance réseau, eh ben, il faut d'abord circonvenir ce routage par défaut là, qui vous dit que vous avez une route qui vous fait aller par là. Et c'est assez difficile parce que pour le coup, c'est une route avec un CIDR en 32. Et donc du coup, c'est un peu ce qu'il y a de plus fin. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter une UDR avec la route en /32 pour contravenir à ce routage. Oui, c'est pas si simple que ça. David, Oui, juste, on a une question sur le chat oui. de Pierre-Yves qui nous dit par défaut, on peut router sur Internet. Du coup, pour un flux sortant, comment est attribué l'IP public? Et bien justement, Voulant dire sans NAT Gateway. et ben, sans NAT Gateway, l'IP publique, elle est cachée et elle est dynamique. Et du coup, tu ne la détectes pas. Elle est prise dans le pool d'IP d'Azure. Donc, tu seras sûrement détecté avec une IP publique qui vient du Azure Cloud de ta région et tu ne l'auras pas de manière fixe. Si tu veux une adresse spécifique, soit tu fais un NAT Gateway, effectivement, qui est un service. Alors, je crois que j'ai pas fait de slide dessus parce que j'en avais trop. Soit tu routes en faisant une route 00 ou spécifique avec des adresses IP publiques vers un appliance réseau de type firewall. Et dans ce cas-là, tu sortiras avec l'IP public de ce truc-là. Mais si on garde le routage par défaut, sans NAT Gateway, on sort avec le proxy dynamique d'Azure. Donc sans une IP identifiée de manière fixe. Ce qui est assez casse-pied. Parce que du coup, quand on veut autoriser, par exemple, j'ai eu le cas, hein, quand on veut, par exemple, autoriser par rapport à une IP sortante un trafic SMTP sur un SMTP relais, eh ben on peut pas, sauf si on fait un NAT gateway ou une route spécifique. Voilà, ça pose pas mal de problèmes. C'est plus simple pour sortir sur Internet, mais dès qu'on fait un peu d'architecture, on est un peu embêté. Euh, c'est une des, c'est la double, enfin c'est l'aspect à deux faces, c'est les deux côtés de la pièce Azure quoi. D'un côté c'est simple et d'un autre côté comme c'est simple, que c'est automatiquement configuré, et ben C'est on est contraint. limité. Voilà, exactement. Autre service réseau non des moindres, et c'est le premier que je vais vous montrer en démonstration. Ah non, pardon, je suis encore là, si celui-là. Euh, je pense que le bout de doc est pas bon, il faudra que je le corrige. J'ai buté là-dessus. Donc le lien est pas bon, il y a marqué UDR, donc c'est pas la bonne doc, il faudra que je mette à jour, mais je voulais bien vous parler du coup du service Bastion. Donc le service Bastion, comme son nom l'indique, c'est un truc qui vous permet d'accéder à des machines virtuelles qui sont dans votre VNet sans pour autant qu'elles soient accessibles sur Internet. Puisque rappelez-vous, je vous ai dit que par défaut, on n'accède pas à la machine, donc pour accéder à la machine virtuelle, en théorie, pour se connecter en SSH ou RDP, il faudrait qu'un flux soit ouvert et qu'elle ait une IP publique. Mais on n'aime pas faire ça parce que exposer les ports d'administration, c'est mal. Et donc du coup, Microsoft, dans sa grande bonté, nous a donné Azure Bastion avec ses forces et ses faiblesses. Une de ses forces, c'est que du coup, c'est un service managé qui vous permet d'accéder à vos machines de manière plus ou moins fluide. Là où il a des faiblesses, c'est que c'est pas un bastion au sens basique du terme, c'est-à-dire que si vous voulez pousser des fichiers dessus, bah c'est pas fait pour.
Par contre, comme il est intégré dans le portail Azure, vous faites de l'autente forte de type MFA si vous avez besoin pour accéder à vos machines. Ça, c'est assez intéressant. L'autre intérêt aussi, c'est que comme c'est un service Azure, bah, déjà vous ne le managez pas, et puis ensuite, en termes de contrôle de connexion, vous avez accès à tout ce qui est log dans les diagnostic logs. Alors pour le coup, j'ai pas testé, et je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des problèmes avec les diagnostic logs du load balancer, donc c'est marqué dans la doc, mais j'ai pas vérifié. Donc je vous invite à vérifier de votre côté. Le schéma sur le côté vous représente bien la connexion, même si alors il vient de la doc Azure, mais vous remarquerez que le schéma Azure, enfin le logo Azure est archi démodé. Mais en gros, vous connectez sur le portail Azure en TLS, et à partir de là, vous accédez à un bastion, avec un NSG ou pas d'ailleurs. Le bastion vit dans un virtual network, dans un subnet, et à partir de là, vous accédez à vos machines virtuelles, si tant est que le flux n'est pas complètement restreint. D'accord? Et ça, on regardera aussi ça également tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est assez sympathique pour accéder et manager des machines virtuelles sans les ouvrir au monde entier. On a tendance à se battre pour le proposer comme service par défaut et éviter du coup la multiplication des ports d'administration sur Internet, ce qui est encore une fois un peu trop généralisé malheureusement. Ok, je suis combien en temps là? Bon, on est bien. Ok, donc 2 slides sur la partie load balancing. Peut-être un peu plus d'ailleurs, pardon. Quand on parle de load balancing, on a du load balancing au niveau du VNet, en l'occurrence, et on a du load balancing un peu à l'extérieur du VNet. Si on commence par le load balancing dans le virtual network, vous avez le premier qui s'appelle Azure Load Balancer. C'est un load balancer niveau 4. Comme vous voyez sur le schéma, il est soit exposé sur Internet, on appelle ça un public load balancer, ou un Internet facing, et un internal load balancer s'il n'est pas exposé sur Internet. D'accord? Il fait que du load balancing niveau 4. Donc c'est bien si vous avez besoin que de ça. Si vous avez besoin de faire du niveau 7, il faut aller chercher autre chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai remarqué sur ce slide-là, il y a un problème avec les diagnostic settings. Vous ne voyez pas tous les logs que vous devriez voir. On a accès aux métriques dans Azure Monitor, mais les logs, si vous les exposez, les exportez dans Diagnostics, dans un log analytics, vous ne verrez rien. Et ça, c'est un vrai problème. C'est connu, mais ça n'a pas encore été résolu. En termes de coût, vous avez un SKU basique et un SKU standard. Le SKU standard étant le recommandé parce que déjà il est plus sécurisé, il marche forcément avec un NSG, sinon vous pouvez ouvrir des trucs sans les sécuriser. Et du coup, vous payez par rapport aux IP publics associés et au load balancing rule qui peuvent être plusieurs et qui vont être associés à des adresses IP publiques. D'accord? Voilà, donc rapidement le load balancer, je vous disais. On a un autre service de load balancing qui vit dans le VNet qui s'appelle l'application gateway, qui est à la fois très bien et à la fois un cauchemar. Donc du coup, en termes de très bien, c'est que c'est un load balancer niveau 7, du coup qui fait aussi du WAF, et comme c'est du WAF managé par Microsoft, et bah du coup la partie log est gérée dans un log analytics et vous pouvez faire des jolies queries et des jolis graphiques avec. Et il a tout un tas de features qui sont assez sympathiques, donc il est zone redondante, il autoscale, il peut faire de la terminaison TLS, ou pas d'ailleurs, on peut faire du end-to-end TLS. Il peut aussi être utilisé dans le cadre d'AKS, en tant qu'ingress controller. On peut faire des tas de choses très sympas qu'on fait avec du load balancer niveau 7, à ceci près que du coup, quand on commence à avoir des configurations un peu compliquées, c'est pas si simple que ça à gérer. Il y a un peu un manque de cohérence, ça c'est un retour d'expérience tout à fait personnel, sur la maturité des différentes API, et c'est un peu valable pour tous les produits. Si vous êtes fan de PowerShell avec Application Gateway, vous serez content, parce que pour le coup, je pense que l'équipe de Application Gateway qui développe cette solution-là est très très orientée PowerShell, donc du coup, vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec. Si vous êtes plus à tête CLI, bah, c'est un peu moins bien. Et si vous faites du Terraform comme moi, ou comme Damien qui est présent dans la salle, et que vous avez des configurations compliquées, vous avez dû vous rendre compte que c'est un vrai cauchemar, en fait. Donc c'est bien pour des configurations un peu complexes, mais si vous avez beaucoup de choses dessus, ça devient un peu difficile à maintenir, forcément. Et par contre, c'est cher. Il y a quand même un coût non négligeable par instance et voilà. Il y a aussi une petite information, je ne sais pas pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'ai vu ça dans la doc et je me suis fendu d'une publication. Il y a un changement dans la doc qui indique que l'application gateway, qui aujourd'hui vise dans un subnet à part, va changer d'exigence et va requérir un range /24. Ce qui me paraît juste hallucinant, parce que ça veut dire qu'on exigerait d'avoir 256 IP privés réservés dans votre VNet, et donc du coup dans votre range GRFC 1918, pour l'application gateway. Alors soit on se dirige vers un modèle d'application gateway pas distribué, donc du coup mutualisé, auquel cas
Bon, ça peut s'entendre, mais c'est un peu moins cloud natif que ce qu'on avait tendance à dire avant. Et puis surtout, notamment pour ceux qui font du Kubernetes, il n'est pas recommandé de mutualiser un ingress, enfin un application gateway qui est utilisé pour Kubernetes avec d'autres choses, parce qu'en fait, Kubernetes écrase tout ce que vous faites. Donc là, j'ai un souci, j'aimerais bien que Microsoft me réponde là-dessus, mais pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Alors après, petite parenthèse, pour l'instant, ils ont dit que ça allait changer à mi-mai, et on est bientôt fin mai, et j'ai essayé de casser et de refaire des application gateway avec des range pass 24, et pour l'instant, ça marche encore. D'accord? Mais c'est annoncé dans la doc, donc comme je me fie à la doc, voilà. Ok, quand on sort du virtual network et qu'on veut quand même faire du load balancing, entre guillemets, enfin du routage par rapport à des règles, on a un truc qui s'appelle Traffic Manager, qui, comme son nom l'indique, est une espèce de load balancing basé sur du DNS, avec des routing méthodes qui sont listées dans le tableau. D'accord? Et on peut sélectionner plusieurs routing méthodes et plusieurs sources derrière. Et c'est intéressant quand vous voulez commencer à rajouter du design multi-région. Tant que vous êtes dans du load balancer ou du application gateway, vous êtes forcément mono-région, même si vous êtes multi-AZ. Si vous voulez être multi-région, Traffic Manager commence à vous rajouter des choses sympathiques. Traffic Manager va pouvoir se coupler avec notamment Front Door Service, qui est un petit peu le grand frère d'Application Gateway, au sens où c'est un truc qui vit pas dans un VNet, qui est associé à votre tenant et qui vous permet de faire du WAF aussi et de protéger vos workloads exposés dans Azure. Alors je le maîtrise pas bien pour l'avoir peu utilisé. Et puis comme mes derniers combats, c'est plutôt associé à Kubernetes, j'ai plus fait d'application gateway. Mais a priori, il a cet avantage de vous permettre de gérer des règles de WAF à part et de vous mettre sur plusieurs back-ends multi-régions. Donc c'est assez intéressant. Et surtout, vous payez par rapport à ce qui rentre et ce qui sort au niveau de ce trafic-là. C'est pas le service en lui-même qui vous coûte des sous. Ok? Ça, c'est pour Front Door Service. Ah, et voilà. Encore une fois, j'ai été piqué un arbre de décision chez Microsoft. Ils en font quelques-uns, pas toujours. Et donc, il est référencé dans la documentation. Et vous voyez ici, on vous aide à aller choisir quel type de load balancer vous pourriez vouloir. Donc, est-ce que c'est une application web? Si c'est non, et ben dans ce cas-là, on va passer sur la droite. Est-ce que l'application a Internet facing? Non. Dans ce cas-là, on va plutôt faire du load balancing interne. Et pour le coup, si on veut faire du load balancing interne dans un VNet, il n'y a que le Azure Load Balancer. Si c'est une Internet facing application, on a plusieurs choix. On peut faire du global ou du une seule région. Et vous voyez, du coup, on va soit vers l'application gateway, soit vers le front door. Et éventuellement, on peut avoir des cumuls de solutions. D'accord? Euh, alors, tout ce qui est au milieu, là, c'est des scénarios que j'ai pas trop encore explorés et je suis pas sûr de vouloir y aller tout de suite. Quand on commence à cumuler tout ce genre de choses-là, ça devient un peu compliqué. Ça peut répondre à un certain nombre de besoins. Vous avez peut-être aussi entendu parler du Azure Front Door SKU Premium qui permet d'associer des back-ends sous forme de private endpoint avec du private link, avec toutes les problématiques que ça a en termes d'architecture DNS et compagnie. Donc on commence à avoir des trucs un peu sioux, si je puis dire, mais qui sont spécifiques vraiment à des grosses, à des contraintes de sécurité un peu fortes. Et du coup, qu'il faut adresser avec une bonne expression de besoin pour la solution. Donc, attention à la complexité des solutions, quoi. Voilà. Toujours est-il que vous avez ce decision tree qui existe si vous en avez besoin. OK? OK. Et là, il est 12. Parfait. Donc, je suis bien. Donc là, on a deux slides cette fois-ci. Du coup, je vous parle un tout petit peu de Service Pass, puisque j'ai commencé pour parler de réseau, de la bulle réseau, en l'occurrence. Et vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le Service Pass, par défaut, sa propriété principale, c'est que eh ben, il est accessible sur Internet, avec une adresse IP publique qui est prise dans le range de Microsoft, d'accord, associée à la région. Et ça vite posé problème aux clients de Microsoft et donc du coup, enfin aux clients des cloud providers d'ailleurs, et du coup les cloud providers ont cherché des solutions pour entre guillemets privatiser l'accès au service pass depuis en premier lieu vos virtual machines dans vos virtual networks. La première réponse de Microsoft à ce truc-là, ça s'appelle le service endpoint, et du coup c'est représenté sur le petit schéma. Donc au niveau de votre subnet dans votre VNet, vous définissez des services endpoint. Donc en gros, par exemple, on va dire que on veut accéder au service de storage. Et donc on va cocher une petite case service endpoint storage. Et ensuite, au niveau de votre storage account, dans le service pass en question, vous allez spécifier pardon, quel virtual network vous autorisez. D'accord?
Et donc, du coup, ce truc-là, ça vous permet de contrôler côté VNet et côté service pass qui accède à vos service pass, enfin, quelle machine virtuelle accède à votre service pass. D'accord? La limitation de ce truc-là, c'est que du coup, quand vous activez un service endpoint sur un subnet, vous activez la possibilité à votre machine d'accéder à tous les services endpoints qui sont dans la région ou dans Azure qui concernent ce service. C'est-à-dire que si j'ai activé le service endpoint pour storage ou pour SQL, eh ben, je peux accéder à toutes les instances SQL, si tant est que je rajoute après la règle VNet Rule sur l'instance en question. Mais là où ça pose question, en l'occurrence, côté virtual machine, c'est que on, on peut avoir peur de la potentialité d'exfiltration de données, parce que du coup, on n'a pas de contrôle avec le service endpoint sur quelle instance est autorisée. Euh, Après, pour autoriser l'instance, il faut quand même l'autoriser de l'autre côté service pass, mais côté virtual machine, on est un peu libre, d'accord? Et donc, du coup, pour aller plus loin que ça, Microsoft, dans sa bonté infinie, nous a sorti un truc qui s'appelle Private Link et Private Endpoint. Donc, du coup, ça marche un peu comme le service endpoint, mais en gros, vous allez définir un private endpoint dans votre VNet qui va vous permettre de définir en gros une instance d'un service pass qui va être autorisé dans votre VNet et que vous allez accéder encore une fois avec une adresse IP privée. D'accord? Donc c'est l'autre solution. Elle est plus privée, mais comme elle est plus privée, elle a aussi d'autres contraintes. Alors, avant de parler des contraintes, je vais parler des avantages. Comme vous voyez sur le schéma tout à gauche, il y a un truc avec marqué on-premise et express route private peering, etc. Qui vous dit que du coup, si on a un private peering du coup connecté sur un VNet avec une machine on-prem, on peut accéder à ce private endpoint et donc de manière privée à ce service pass. Dans certains cas, ça peut être quelque chose de voulu. Par contre, ce que l'on ne représente pas sur ce schéma, et qui est très très important, c'est qu'il y a une forte dépendance du côté du DNS. En fait, tout ça, ça s'appuie sur une résolution DNS. Et quand vous faites un service de type, enfin quand vous faites du private endpoint, vous créez une private DNS zone dans Azure qui va vous permettre de dire que les services pass que vous avez privatisés, entre guillemets, ils sont résolus avec une IP privée via le DNS de la zone privée. Et donc, du coup, il faut que votre DNS global, il pointe vers ce DNS-là pour retrouver ses petits. S'il essaye de toujours pointer vers le DNS public des services Azure, et ben, il va jamais trouver son private link parce que du coup, il est plus présent. D'accord? Donc, il y a une grosse complexité sur la configuration DNS. Et là, vous remarquez que je vous ai mis 3 liens de documentation, dont un que j'ai été voir chez Michelin. Ils ont fait des trucs très jolis sur leur gestion du private endpoint, entre autres. Et je vous invite à lire cet article, il est plutôt pas mal fait. D'accord? Voilà, donc ça, c'est deux solutions pour accéder à vos services pass. J'ajoute que du coup, le service Private Endpoint, là, il a aussi une autre limitation, c'est que les NSG rules que vous pourriez mettre en œuvre, c'est marqué pas trop gros dans la doc, et ben ça marche pas. Donc vous pouvez pas vraiment faire de deny dans votre VNet une fois que vous avez fait un private endpoint pour dire que XIP qui vient soit d'on-prem ou soit d'un autre subnet ou d'une machine en question dans votre subnet ne peut pas accéder à votre private endpoint. Et ça c'est un peu problématique. C'est-à-dire qu'on privatise plus, mais en même temps on fait moins de filtrage. Donc du coup je suis un peu embêté moi quand je vois ça. Mais bon. Ok, donc ça c'était pour les services, les points d'accès au service pass. Ce qui nous amène du coup maintenant à la partie pratique. On va rajouter des trucs et on va casser des tas de choses. Alors, avant que je continue, est-ce qu'il y a des questions pour commencer déjà? Ou est-ce que j'ai déjà assommé tout le monde et que du coup, vous n'en pouvez plus? Non? Ok, parfait. Alors, du coup, j'ai déployé... Pour Oui, information, j'ai passé tout le monde en mute, hein, donc si d'accord. vous parlez dans le vide, vous êtes tous en mute. Ok. Je ne sais pas s'il y a des Euh, questions. Au préalable, du coup, je me suis permis de déployer un certain nombre de ressources au préalable. Alors, attendez, du coup, je vais vous lister un petit peu ce qu'on a. On a un certain nombre de réseaux qui sont préconfigurés. Alors, du coup, il faut juste que je retrouve où est-ce qu'ils sont. On a un RSG Hub 1 et du coup dans ce virtual network, dans ce pardon resource group, on a, je vais zoomer un peu sinon vous allez rien voir. Hop, hop, hop. Voilà. Du coup, dans ce ressource group là, qui contient, comme son nom l'indique, plus ou moins clairement, les ressources associées à mon hub, nous avons un virtual network avec un certain nombre de subnets et du coup 3 NSG qui constituent du coup les firewalls distribués dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous avons un service bastion
et un Azure Firewall. D'accord? Donc le service Bastion, il se présente comme ça. Et une fois qu'il est là, on n'en fait pas grand-chose. Juste pour vous montrer qu'ici, il y a bien les diagnostic logs qui sont normalement activés, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Et je balance tout dans un log analytics. OK, parfait. Voilà, bon, là, on est très content. On a un service Bastion, on a un service Firewall. On a un virtual network qui, pour le coup, n'est pas connecté au reste du monde. Et si on regarde ici sur la page d'accueil, il nous dit que en device connected, on a un firewall, on a un Bastion host, et là, on a une network interface qui est connectée au subnet sub SVC hub 1 avec l'IP 172.18.0.196, très bien. Et c'est une carte réseau, d'accord? Si je clique sur cette carte réseau, ça a l'air d'être associé à une machine virtuelle. Euh, et donc, du coup, si je vais voir voilà, ici je vais voir le ressource group associé. Vous voyez que j'ai un ressource group qui s'appelle RSG VM Hub. Donc, comme son nom l'indique plus ou moins clairement, c'est un ressource group qui contient des ressources pour une machine virtuelle qui est dans le Virtual Network Hub. Et du coup, bon, là on a limité les choses. On a une machine avec une carte réseau, avec un disque OS et un Application Security Group. Ça, j'en ai pas parlé. C'est un moyen de faire des étiquettes euh, réseau pour faire des règles de firewall. D'accord? Si je regarde cette machine-là, le premier truc que je vous propose de regarder avec moi, c'est comment on peut s'y connecter. Donc du coup, cette machine-là, vous remarquerez que pour commencer, là, ici, alors attendez, je vais utiliser mon autre outil de zoom, qui s'appelle Zoomit. Voilà. Si je fais un petit zoom ici, vous remarquerez que dans la configuration ici, sur Public IP Address, je n'ai rien. Ça veut dire que je n'ai pas d'adresse IP publique. D'accord? Ça veut dire que a priori, il n'y a pas de trafic possible à travers du routage depuis l'extérieur. D'accord? Si je regarde maintenant cette carte réseau, je me suis rendu compte, rappelez-vous qu'elle était dans le VNet Hub 1 et qu'elle était dans le subnet SVC Hub 1. Et le subnet SVC Hub 1, si on regarde où est-ce qu'il est, il est là. Et il a un NSG qui s'appelle NSG sub SVC Hub 1. Et si du coup je vais voir sur ce truc-là, je vais retourner dans le ressource group. A priori, si j'ai bien fait mon travail, j'ai pas dû mettre trop de règles qui autorisaient le trafic. Vous voyez, il n'y a pas de trafic entrant. On va regarder sur Inbound Rule. Hop, on zoome encore un petit coup. Il y a des règles, mais il n'y a rien qui a l'air d'autoriser le trafic entrant depuis Internet. Là, on a 172.18, c'est de l'IP privé. Là, on a des étiquettes de service réseau Azure. Donc, il n'y a rien qui dit que je peux rentrer sur du trafic depuis l'extérieur. Pour autant, je vais essayer de me connecter sur cette machine à travers Bastion. Alors, du coup, il faut que je la retrouve. J'ai dit qu'elle était là. RSGVM Hub. Je clique dessus, ici, et je vais faire Connect. Et ici, j'ai plusieurs possibilités et je vais choisir Bastion. D'accord? Je vais faire Use Bastion. Donc là, il me demande un user et un mot de passe. Donc le user, si je ne me trompe pas, il s'appelle vmadmin. Et le mot de passe, je ne l'ai pas retenu. Il faut que j'aille le chercher ailleurs. Et si je ne me trompe pas, je l'ai stocké dans un Key Vault. Alors du coup, je vais aller chercher dans le Key Vault en parallèle. Hop, source. Je dois avoir un Key Vault qui traîne par ici. Je vais faire un type égale Key Vault. Formidable. Ça doit être celle-ci. Voilà. Et du coup, dans celle-ci, j'ai un secret si je ne me trompe pas. Voilà. Tac. Hop. Ça a été fait le 27 mai. Ça a l'air d'être aujourd'hui. Ça m'a l'air d'être le bon. Donc là, j'ai un mot de passe. Je vais chercher la valeur ici. Je copie la valeur sans l'afficher parce que c'est pas bien de l'afficher. Je copie mon mot de passe ici. Et normalement, si tout se passe bien et que j'ai pas fait n'importe quoi sur mon bastion, je vais pouvoir me connecter dessus. D'accord? Et ça a l'air d'être bon. Vous voyez, du coup, j'ai un fantastique écran noir puisque c'est une machine Linux. Et du coup, je suis connecté dessus. Si je fais un sudo apt-get update, a priori, j'ai pas dit que je pouvais pas sortir sur Internet, donc je peux sortir sur Internet. Et du coup, je fais un update, il a l'air de pouvoir y aller. Parfait. Et si j'essaye d'aller taper une adresse Internet, bah, ça va marcher aussi, hein. Si je fais un curl, je sais pas moi, et bing.com, non, ça marche pas. Ça sert à autre chose après. Mais bon, déjà, on a vu que je sortais sur Internet. Je vais pas pinguer Google. Je me suis rendu compte quand on essaye de pinguer Google depuis les machines Azure, ça marche pas très bien. Donc, je fais pas cet exemple-là. Mais je n'ai pas de trafic sortant. Alors, du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur un autre truc. Maintenant qu'on a vu cette VM-là, on sait qu'elle est associée pour le moment à un subnet et que du coup, je vous ai dit, rappelez-vous que le subnet, il peut porter un NSG. D'accord? Donc, je retourne dans mon
dans mon dans mon ressource groupe qui contient mon virtual network. Je vais retourner sur mon NSG et là, du coup, ça va me permettre de regarder un peu plus en avant les règles qui sont configurées sur mon Network Security Group. D'accord? Mon Network Security Group, il a des règles qui sont en bleu, c'est celles que j'ai créées, et celles qui sont en 65 000 et plus, c'est celles qui existent par défaut. Et donc, vous voyez que par défaut, sauf si je lui dis le contraire, il peut aller sur Internet, il peut parler à Virtual Network, et Virtual Network peut lui parler, et load balancer peut également lui parler. Et après, la dernière règle qui arrive, c'est que tout ce qui n'est pas pris par ça, c'est bloqué. Et là, vous remarquez que j'ai rajouté d'autres règles, et notamment, je vais interdire le trafic SSH sur le range du Virtual Network, a priori. D'accord? Euh, pour autant, je me suis connecté depuis mon bastion en SSH. Parce que mon bastion, du coup, il a une règle qui lui dit non, ça c'est pas un donné, c'est un hello, pardon. Voilà, excusez-moi. Ce range-là, c'est du coup là où j'autorise du coup spécifiquement le SSH, justement. Et là, j'ai une autre règle qui dit que là, j'interdis Virtual Network à se connecter sur les ports 22, 33, 89. D'accord? Cette règle-là est prioritaire, elle me permet de me connecter depuis bastion. Par contre, si j'essaie de me connecter depuis une autre machine sur le SSH, vraisemblablement, ça serait bloqué. OK? Alors, juste une petite parenthèse, le temps que je retrouve ce que j'ai prévu de vous montrer. Ah oui, alors du coup, je vous ai montré sur un schéma tout à l'heure, rappelez-vous qu'on pouvait connecter deux virtual networks entre eux. D'accord? Là maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on le fait. Ici, si on va dans peering, pour le moment, il n'y a rien. D'accord? Là, on va faire une petite parenthèse pour aller chercher un bout de code et activer du peering. Avec un peu de chance, mon code est correct et ça marchera. Sinon, on le fera en mode graphique, tant pis. Euh, alors du coup, ici, j'ai un petit bout de code Terraform où en gros je lui dis de faire un bout de peering, et alors le peering se fait dans les deux sens. Le peering depuis le réseau hub vers le réseau spoke et inverse. D'accord? Donc du coup on est bien obligé de faire les deux. Ce qui aussi a un autre impact si jamais vous avez deux virtual networks dans deux souscriptions différentes. Pour faire un peering, il faut bien interagir sur les deux souscriptions. D'accord? Alors, on va faire un clear. On va agrandir cette fenêtre là, sinon vous n'allez rien y voir. On va aussi zoomer, sinon vous n'allez rien y voir. Voilà. Euh, ouais, parfait. Ah non, faut que je fasse un init d'abord. Sinon, ça va pas marcher. Ah si, tiens, parfait. Alors là, du coup, il me dit qu'il va rajouter mon peering. Et après, normalement, j'aurai mes deux virtual networks connectés. Ce qui va nous permettre de faire un autre truc. Pendant qu'il fait son petit travail, là, je vais vous montrer. J'ai préparé des trucs, hein, j'ai fait mes devoirs avant, même si je les ai fait à la dernière minute. Sur mon virtual network qui s'appelle Spoke, si je vais voir dans le virtual network, remarquez que dans les connected devices, on voit aussi qu'il y a un NIC 1 qui correspond à une autre machine. Et du coup, dans le ressource groupe qui s'appelle RGVM Spoke, j'ai une machine virtuelle qui est associée à ce Spoke-là. D'accord? Elle n'est pas dans le même virtual network. Elle n'est pas forcément. Voilà, elle n'est pas dans la même région aussi, d'ailleurs, remarquez. On est en France centrale, alors que pour le reste, on est en Ouest Europe. Et donc, du coup, si j'essaie de me connecter dessus, je vais pouvoir le faire par bastion. Mais une fois que je serai piré, je vais avoir plusieurs choix. Alors, attendez, est-ce que là, c'est bon pour le moment? J'ai pas plus de choix. Voilà, il me dit utiliser BST Spoke 1. Alors, attendez, je vais vérifier du coup que de l'autre côté, il avance. Il a l'air d'être bon. Alors, du coup, on va vérifier maintenant que de ce côté-là, sur mon virtual network, maintenant, j'ai bien un peering qui apparaît. Il est où mon peering? Il est là, dans le virtual network. Virtual network, hub, hop, ici, euh, peering. Vous remarquez que du coup, ici, on a bien un peering avec marqué peering connection status connected. Et si je vais voir sur le peer de connexion, le VNet Spoke, j'ai également la même chose. Normalement, dans le peering, j'ai aussi un connected. Et du coup, il me dit que de ce côté-là, le peer, c'est le VNet Hub. Donc, c'est bien une connexion qui est dans les deux sens. D'accord? Alors, je vais retourner sur ma machine virtuelle dans mon Virtual Network Spoke. Normalement, je peux me connecter dessus en bastion, et si j'ai la feature qui est activée, je peux normalement aussi choisir quel type de bastion, lequel des deux bastions je veux utiliser. Ah voilà, vous voyez maintenant j'ai deux bastions qui sont trouvés.
D'accord, je peux me connecter par défaut avec le bastion Spoke et également avec le bastion qui vient du hub. Vous voyez, ici, dans VNet Spoke, j'ai un BST Spoke 1 et dans VNet Hub 1, j'ai un BST Hub 1. On va voir si ça marche. Avec un peu de chance, ça va marcher. Ça va dépendre de ce que j'ai mis comme règle par défaut. J'ai peut-être fait des petits trucs qui cassent pour le coup. Je vais aller chercher le mot de passe dans mon Key Vault comme tout à l'heure. Donc du coup, j'ai encore la page, ça va bien. J'ai gardé le même mot de passe pour les deux. Que bon, il faut être sécurisé, mais pas trop non plus. Et là, on va essayer de se connecter. Et là, vous marquez la petite fenêtre en bas, Network Connection Unstable, ça veut dire que j'ai probablement des règles qui bloquent un petit peu. Donc j'ai bien la feature, mais j'ai probablement quelques règles qui sont configurées sur mon bastion qui font que ça ne marche pas bien. Ce qui me permet d'enchaîner sur un autre truc. Donc je vous disais, on est un peu dans l'exploration, mais on va quand même un petit peu plus loin. Regardez du coup, revenons sur un de nos virtual networks. On va prendre le Spoke. On va prendre le NSG qui correspond au bastion, du coup le NSG BST Spoke 1, ça a l'air d'être ça. Et là, ici, j'ai mis des règles qui sont illustrées dans la documentation. Mais j'ai aussi rajouté une règle en plus. Alors, du coup, je vais dézoomer sinon vous n'allez rien voir. Qui est probablement responsable de pourquoi ça casse. D'accord? Donc par défaut, si vous regardez la doc du Bastion, si vous voulez utiliser du NSG, vous avez besoin d'autoriser un certain nombre de flux, et notamment d'autoriser le port 443 depuis Internet, mais également depuis un truc qui s'appelle Gateway Manager, mais également depuis Azure Load Balancer. Et on vous dit aussi qu'il faut autoriser le 5701 et le 8080 depuis NI vers Virtual Network. Alors si on n'a pas d'autres règles, toutes ces règles-là, alors si celle-ci et celle-ci sont nécessaires, par contre, la Azure Load Balancer, pour moi, elle existe déjà, puisque vous voyez, il y en a une qui dit qu'on autorise tout dans Load Balancer, et la Virtual Network, elle existe aussi. Donc si je n'ai pas cette règle-là, je ne sais pas quelle est l'utilité de ces deux règles-là, en fait. D'accord? Et là, par contre, vous remarquez que j'ai cette règle-là, et manifestement, cette règle-là est peut-être responsable d'un truc qui casse. D'accord? On va l'essayer en live. J'avoue que je ne l'ai pas essayé encore. Je peux me connecter sur le bastion directement, mais depuis le bastion de mon hub, a priori, ça a l'air de poser problème. Donc, on va essayer de tricher un peu et on va voir si en supprimant une règle de firewall que j'avais rajoutée exprès, ça marche mieux. Ah, comment ça? There was an error processing your request. Alors peut-être qu'on ne pourra pas tester du coup. Revenons dessus. Il est où? Il est là. Tac. Il est là. Hop. Clac. C'est intéressant. Il me dit qu'il n'a pas réussi à supprimer, mais remarquez que du coup, si on fait un refresh, elle n'y est plus la règle. Alors, c'est pas grave. On va essayer de retenter notre connexion. Donc pour ça, on va retourner sur notre machine virtuelle qui est ici dans le ressource groupe RSG VM Spoke. Et on va se mettre dessus ici. D'accord? Hop, on fait un connect, on fait un bastion, un use bastion. Et là, du coup, on va réessayer avec le bastion du hub. On va réessayer le mot de passe de tout à l'heure. Si jamais ça ne marche pas, on abandonnera et on se connectera avec un autre, avec l'autre bastion pour faire 2-3 trucs qui devraient marcher. Et là, il me dit toujours qu'il a des petits problèmes, donc je pense qu'il y a un autre souci, probablement un problème de routage quelque part que j'ai mal configuré. D'accord? Ou alors un problème de propagation de règles parce que j'ai bloqué. Non, si je sais pourquoi. Je sais, j'ai l'explication. Regardez bien, j'ai volontairement fait une restriction de tout ce qui était RDP, SSH, sauf depuis le range. Alors attendez, je vais vous montrer. Dans mon Spoke, sur mon subnet qui contient, on va laisser rafraîchir, elle a un peu de mal. Sur mon subnet qui contient ma machine virtuelle, j'ai un NSG associé. Et sur ce NSG associé, j'ai été explicite. J'ai dit que je n'autorisais pas le trafic Virtual Network. Je n'autorise que le trafic RDP et SSH 22.33.89 depuis ce range-là. Et ce range-là, c'est le range de mon bastion dans mon VNet local. Donc si je veux que ça marche ici, c'est celle-ci qu'il faudra que je supprime. On va essayer tout de suite. Et du coup, quand on veut faire un peu de sécurisation des flux, eh ben, il y a des petits trucs qui sont pas si clairs que ça. Alors là, il est bon. Reconnect.
Ouais, attendez, on va le faire comme ça, parce qu'en général, ça marche pas très bien. Clac, clac, hop, on va retourner sur RGSpoke ici. Tac, 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 hop. Hop. On a dit connect, on a dit bastion, on a dit use bastion, on a dit utiliser le bastion ici, hop. Voilà. Et ensuite, on a dit que le mot de passe, il était ici. Hop, hop, hop. Je surveille l'heure quand même, parce que j'ai dit que je ne l'allais pas faire trop longtemps. Voilà. Et là, et voilà. J'ai supprimé cette règle, magique, ça marche. Ok, donc du coup, c'est cohérent avec ce qu'on voulait avoir, donc ça va très bien. Parfait. Alors, du coup, sur la partie NSG, je suis assez content, je vous ai montré 2-3 petites choses. Je vais vous montrer un autre outil quand même qui est assez intéressant pour vérifier que ce que vous avez comme trafic effectif, si vous allez sur votre machine virtuelle et que vous rajoutez et que vous cliquez sur la carte réseau, si je ne me trompe pas, vous avez la possibilité de voir où est-ce que c'est IP configuration. Non, c'est pas ici que je voulais aller voir. Networking. Voilà. Ici, quand on est dans Networking, on a les Effective Security Rules. Et là, il nous dit quelles sont les règles en place. Et si on veut tester du flux après, on peut aller à un autre endroit. Je vais vous montrer juste après, qui est le fameux Network Watcher. Donc je ne vous en ai pas trop parlé, mais là, regardez, il vous dit quelles sont les règles en place sur votre machine virtuelle et sur votre carte réseau plus précisément. Donc du coup, un truc qui est très sympathique à utiliser pour commencer à voir ce qui se passe de manière un peu plus visuelle, c'est Network Watcher. Ça marche très bien avec les machines virtuelles. Si vous avez comme moi travaillé avec les Virtual Machine Scale 7, ça marche très très mal avec les Virtual Machine Scale 7, malheureusement. Du coup, juste un petit point. Ici, je peux vous montrer déjà on peut faire un bout de topologie réseau. Et là, je vais lui dire de prendre mon RGSpoke 1. Et là, vous voyez qu'il m'affiche mon Virtual Network. Par contre, il n'affiche pas les machines virtuelles associées parce qu'elles sont dans un autre ressource groupe. Ça, c'est un autre problème. Alors du coup, par contre, si on regarde ici, là, je vais prendre ma souscription en question qui s'appelle Sponsorship. Je vais prendre la machine en question et je voudrais tester que le trafic entrant depuis 8.8.8.8 par exemple, pour accéder au port 80, depuis le port ici étoile. En gros, là, je vais vérifier que le trafic sur ma machine en question est ouvert sur le port 80, ce qui ne devrait pas être le cas depuis 8.8.8.8, d'accord? Et du coup, il va travailler, il va chercher, et là, il va me dire que le résultat, normalement, c'est deny avec quelle règle? Et ça vous permet du coup de vérifier quels sont les flux qui sont ouverts. Voilà, il vous dit access denied, et la règle qui est en œuvre, c'est la deny allow inbound, d'accord? Alors, on va faire d'autres trucs. On va rajouter. C'est pas ça que je voulais vous afficher. On va rajouter 2-3 petites ressources. C'est pas celle-ci que je veux rajouter. On va se mettre une carte réseau sur une adresse IP publique sur la machine et autoriser du trafic sur l'objet en question. Et on va voir ce qui se passe. Alors du coup ici, remarquez que là je rajoute un autre NSG et si j'ai le temps je vous montrerai pourquoi je veux faire ça. On rajoute une adresse IP publique, il faudra que je l'associe et on va rajouter une règle qui autorise le HTTP 443 et 80 sur le NSG sub 1 FE Spoke 1, donc c'est celui qui nous intéresse. Ok, parfait. Alors du coup, je vais refaire un init pour préparer tout ça. Et là, normalement, après, on pourra se connecter sur notre machine et faire 2-3 petites choses. Alors, pendant qu'il fait ça, on va aller installer 2-3 trucs sur notre machine pour lui faire présenter des choses, sinon c'est pas très marrant. Donc du coup, on a cette machine-là. Et ici, ce que je vous propose, c'est qu'on est sur une machine Linux, donc sudo apt-get beta et install -y. Donc là, je fais un petit update et je lui dis d'installer Nginx. Comme ça, on va avoir un serveur web qui sera présenté. OK. Et du coup, comme on ouvre le trafic sur l'extérieur avec une IP publique, on va vérifier qu'on y accède bien. D'accord?
On va voir si pendant ce temps-là, la configuration marche comme il faut. Ah, si je lui dis pas oui, ça va pas marcher. Je suis pas sûr que ça va marcher parce que j'ai pas sauvegardé. Ah. Mhm. Voilà, là il a quelques petits trucs à rajouter. Je vous passe les détails. Je vous ai dit que je vais rajouter un deuxième NSG, mais je ne sais pas si on aura le temps de jouer avec. Une adresse IP publique et on va rajouter tout ce qui va bien avec. Normalement, quand les objets apparaîtront, on sera content. Là, il a l'air d'avoir fait des trucs. Alors, attendez, on va faire un petit clear screen ici. Je vais essayer de vous zoomer ça, mais je ne sais pas si ça zoome très bien dans Bastion. Ouais, ça zoome pas. Alors, c'est pas grave. Alors, du coup, ici, si je fais un curl de http://localhost, je devrais avoir une page qui s'affiche qui correspond à mon serveur Nginx. Voilà. Si je fais un et vous voyez ici, c'est ce qui se passe quand on affiche un Nginx en version texte. OK. Pour le moment, on ne l'a pas autorisé sur le reste du monde. Est-ce qu'on va avoir le temps de l'autoriser? Tu me dis, Laurent, tu tiens la montre. Oui, non, bah, c'est bon. Après. Retournons là-dessus. Hop. Retournons sur mon dashboard ici. Voilà. Sur ma souscription. Dans ma souscription, je vais réduire ça parce que ça ne nous sert à rien. Dans mes ressources groupes. Pom, 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 pom. Alors, du coup, voilà, j'ai une adresse IP publique qui n'était pas là tout à l'heure. Je vais l'associer à ma machine virtuelle. Alors là, j'ai le choix de l'associer à un load balancer ou à une carte réseau. Normalement, je fais jamais carte réseau, c'est mal. C'est mieux de faire un load balancer. Mais là, j'ai pas de load balancer. Donc, du coup, je vais faire une carte réseau. Il me propose la carte réseau 1 sur le ressource groupe VMSpoke. En l'occurrence, il peut proposer que celle-ci parce que j'ai fait ça dans une région à part, donc du coup, il n'y a que celle-là. D'accord? Donc là, j'associe, sauf qu'il ne veut pas, parce que je me suis gaufré en faisant ma zone. Bah, formidable. Euh, donc je vais avoir un petit souci là. Tac, 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 tac. Ah, attendez, pourquoi ça en. Ah! Eh oui, parce que je suis en SKU basique au lieu d'être en SKU standard, et donc du coup, ça ne peut pas marcher. Alors, est-ce que je peux corriger ça rapidement? Donc, là, j'ai une autre erreur ici, c'est pas très grave. Tac, 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 tac. Alors, du coup, où est-ce qu'elle est, mon IP public? Elle est là. Et je pense qu'il faut que j'aille chercher un SKU ici pour lui dire que, si je ne me trompe pas, pof, IP. Voilà. Et si je ne me trompe pas, il faut que je spécifie le SKU. Je suis dans data source ici. Ah oui, je suis pas dans le bon truc. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et le SKU, j'ai pas précisé standard. Et si je mets en default, vous voyez ici, il me l'a mis en basique. J'ai pas fait attention. Donc, il faut que je lui spécifie que c'est un standard que je veux. SKU. Non, SKU, j'ai dit. Oh. Hop. J'ai vu qu'il y avait une erreur tout à l'heure, mais avec un peu de chance, ça n'empêchera pas la carte réseau de se mettre à jour. Et normalement, ça nous permettra de jouer un petit peu avec ça. Ce que je ne vous ai pas montré, et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, donc je vais quand même vous montrer ce truc-là, je voudrais bien vous montrer, c'est comment est-ce qu'on récupère les routes associées. Tout à l'heure, je vous ai parlé beaucoup des routes, mais je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on pouvait avoir les informations sur ces routes. Et donc, du coup, pendant qu'il est en train d'essayer de faire son truc là, je vais aller voir sur ma machine qui est là, et je vais essayer d'aller récupérer les routes effectives. Alors, de mémoire, il me semble que c'est au niveau de la machine virtuelle. On va dans Networking encore une fois. Tac, 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 tac. Ici, on clique sur la carte réseau. Et ici, je ne sais plus où c'est. L'effective route. Effective route, voilà, il est là. Parfait.
Et ici, je peux afficher les routes effectives. C'est un bon moyen de voir quelles sont, du point de vue de votre machine virtuelle, les routes associées, puisque quand on commence à rajouter du peering ou des routes spécifiques, vous allez avoir des trucs qui apparaissent en plus. Là, vous remarquez que j'ai pas grand-chose, et c'est normal, j'ai une configuration encore simple. J'ai les routes par défaut dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi des routes qui sont... Je sais pas trop à quoi correspondent, celles-ci. Ah, par contre, là, remarquez que j'ai des routes qui vont vers des Virtual Network Service Endpoint et j'ai une route Virtual Network Global Peering qui va vers le 172.18.00.23. Ce truc-là, si jamais vous posez la question, c'est l'adresse préfixe. Donc là, je suis sur ma machine dans mon spoke. Et si je regarde le range de mon hub, vous allez voir que du coup, il est où mon hub? Il est là. Le /23 en question, c'est justement le range de mon hub. Voilà, d'accord? Donc du coup, quand j'ai créé mon peering, j'ai une route qui a été rajoutée dans mon réseau qui me permet de router le trafic entre mes deux virtual networks. Ce qui ne nous dédouane pas de faire de l'autorisation de flux, puisque comme vous avez vu aussi, j'avais bloqué du trafic spécifiquement pour dire que je n'autorisais pas le trafic à aller vers depuis autre chose que le range du bastion vers le RDP, le SSH, mais le routage était là, d'accord? Quand j'ai autorisé le flux, ça a marché. Donc là, on a vu les routes effectives. Un autre moyen de voir les routes, du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais du coup, pour les règles, ça marche aussi pour les routes. Quand on prend une machine virtuelle, qu'on va dans Network Watcher et qu'on fait le next hop, je prends le spoke, je cherche là, je vais lui demander ce qui se passe si je lui dis 8.8.8.8. Et je vais lui demander next hop et normalement par défaut il devrait me dire Internet. D'accord? Parce que c'est le routage par défaut. Si je veux modifier ce routage, il faut que je rajoute une route spécifique que je vais peut-être avoir le temps de rajouter euh, pendant qu'il fait son calcul. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Error Crane Updating Security Rule, ça c'est pas très grave. Alors, il a l'air d'avoir fait des trucs et des bidules, tout va bien, superbe. Là, vous voyez que du coup, ici, pendant ce temps-là, la route table, c'est la système route. Le prochain hop, c'est Internet. Ça veut dire que par rapport à la question de tout à l'heure, on sort avec une IP dynamique pour aller vers le 8.8.8.8. Il n'y a pas de routage spécifique. Si je veux modifier ça, il faut que je fasse une autre route en plus. Je vais juste vous montrer du coup finir le travail que j'avais commencé au préalable sur l'ouverture de flux tout à l'heure. Je retourne sur ma machine qui est là. Non, elle n'est pas là, elle est là. Voilà. Je reprends mon adresse IP publique. Normalement, mon IP publique a changé de tiers, elle est en standard. Je ne sais pas si ça va marcher quand même, parce que du coup, elle n'a pas l'air d'être en mode AZ et ma machine est en AZ. Donc ça va peut-être encore poser problème. Si ça marche pas, bah, j'arrêterai. C'est pas très grave. On va le laisser travailler là-dessus. Pendant ce temps-là, on va essayer de se créer une route au passage, puisqu'on a encore un peu de temps pendant qu'il travaille là. Alors du coup, le truc qui échoue, c'est la règle là. Donc je vais la virer, cette règle-là. On va pas s'embêter. Hop. On va commenter ce truc-là qui nous permet de rajouter une route. Tac, ici. Ok, donc là, ce que je vous propose qu'on rajoute, c'est qu'on va se mettre une route table qu'on va associer à rien pour le moment, mais dans laquelle on va définir une route pour lui dire que pour aller vers Internet, on doit passer par le Azure Firewall. D'accord? C'est marqué ici, cette adresse ici, là, c'est l'adresse du Firewall. Le Next Hive, du coup, on l'appelle Virtual Appliance et on lui dit que du coup, l'adresse préfixe, c'est tout ce qui est tout, quoi. D'accord? Donc on va faire un init et on va voir s'il a la volonté de bien vouloir le faire, mais je vous avoue que j'ai pas vérifié ce code-là avant, donc il y a peut-être un peu d'huile de coude à modifier. Hop. Voilà. Ici, voyons voir. Il a réussi à modifier l'interface, superbe. Du coup, si je retourne là, si je retourne sur ma machine, elle a une adresse IP publique. Et du coup, si je retourne sur le virtual network associé qui doit être par là, RSG Spoke,
tout à l'heure, je crois que j'ai rajouté une règle pour dire que j'autorisais le trafic explicitement. Vous voyez ici, j'ai marqué j'autorise le HTTP 80.443 vers l'application security group de ma machine depuis Internet. Donc ça veut dire que si je vais chercher ma machine ici, ah non, elle n'est pas ici, elle est hop, ici, VMSpoke, elle est là, hop, je prends l'IP public qui est ici, hop, elle est là. J'essaye de faire un hp:// hop, hop. Et voilà, j'ai bien ouvert mon truc, d'accord? Formidable. Donc maintenant, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait pas faire pour ouvrir des flux, mais on a bien vu comment ça marchait. Un truc que j'aurais bien voulu vous montrer, c'était la juxtaposition des deux NSG pour vous montrer ce qui se passait si on rajoutait un autre NSG, mais on va pas forcément avoir le temps de le faire. Il a l'air d'être en train de travailler là. Alors on va retourner voir dans notre environnement pour voir si on a créé notre route. Et si j'ai créé ma route, normalement, si je ne me trompe pas, elle apparaît dans le resource group Spoke. Non, elle n'a pas l'air d'apparaître dans le resource group Spoke. Je l'ai peut-être mis dans le VM Spoke. Où est-ce que je l'ai mise? Le mieux, c'est de regarder ce que j'ai codé. Hop. Alors, du coup, bah si, elle devrait être dans le Spoke. Module ressource group VM Spoke. Ah. Ça a l'air d'avoir utilisé tout ça. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Mhm. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Alors, ok, s'il veut bien me rendre la main, je vous montre, mais il est déjà 50, donc on va peut-être pas insister trop. Alors, non, tu veux pas? Ouais. Alors, j'ai un freeze. C'est normal, c'est une démo live. Alors, ce que je vous propose plutôt, on va le laisser travailler là-dessus. Je vais retourner rapidement sur mes slides parce que j'avais deux, trois trucs. Je ne vous ai pas forcément montré tout ce que je voulais voir, mais vous voyez qu'il y a quand même plein de choses, rien qu'avec le filtrage et le routage, rien qu'avec ça. L'objectif, c'était de vous montrer que du coup, je changeais le comportement par défaut et je forçais le trafic sortant vers notamment le Azure Firewall, ce qui permettait de répondre à la question de tout à l'heure. Là, du coup, je sortais pour aller sur Internet avec le Azure Firewall. Et donc, du coup, je sortais avec une IP publique spécifique. Alors, par contre, en l'occurrence, ça aurait posé problème parce que là, rappelez-vous, j'ai mis une IP publique sur cette machine. Si je rentre sur la machine avec une IP publique, mais que je lui dis qu'elle a une route spécifique pour ressortir, j'ai le risque de créer du trafic asymétrique. Et ça, c'est un vrai sujet. Quand vous faites du design réseau, il faut faire très attention à ça. Je propose de passer juste 2-3 minutes pour finir sur encore d'autres trucs du réseau. Euh, pour le meilleur ou pour le pire, du coup, ça bouge très vite dans le cloud. Et on a d'autres trucs au niveau réseau qui sont apparus depuis un certain temps, mais que je n'ai pas particulièrement testé parce que c'est pas forcément si mature que ça, ou que c'est lourd en implémentation. Et du coup, je vais vous en présenter deux. Donc le premier, c'est un truc qui s'appelle Virtual One. Donc le Too Long Did Not Read, c'est en gros un service réseau qui rassemble du networking, de la sécurité et du routage en une seule interface. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le futur du hub? Parce que vous voyez, du coup, il est un peu au milieu avec des virtual networks connectés, un peu comme dans votre topologie Hub-and-Spoke, et il permet de connecter du ExpressRoute ou des sites en VPN. Donc, ça ressemble à une évolution du Virtual Network Hub. Ça ressemble aussi, pour ceux qui connaissent, qui se fait un peu à la concurrence à ce qu'on appelle le Transit Gateway. Je n'ai pas encore eu le temps de l'implémenter, ni chez des clients, ni en POC, pour le coup. Donc, je pas vraiment d'opinion, mais ça a l'air d'être une version managée du hub et c'est assez intéressant. Ce qui nous permet du coup d'arriver après à ça. En l'occurrence, quand vous avez un Virtual One, vous avez un Secure Virtual Hub, et du coup là, ça ressemble vraiment au hub managé. Et encore une fois, la version Too Long Did Not Read, c'est un service managé de sécurité qui permet de gérer de manière centralisée les politiques et les routes et le management de vos routes pour les périmètres de sécurité cloud, d'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est là où c'est bizarre, et on a un peu une inconsistance dans le terme Secure Virtual Hub,
Ça n'a pas l'air d'être juste un virtual network managé, ça a l'air d'être plutôt une interface de management, notamment pour des Azure Firewall ou ce genre de choses-là. Et c'est d'ailleurs bien ça le sujet. Et vous voyez qu'ici, il y a d'autres points qui ont l'air de se connecter. Ça serait plutôt une espèce d'endroit où on un single pane of glass pour manager vos appliances de sécurité réseau, d'accord? Si tant est que vous voulez toujours faire ça. Et du coup, le dernier, pareil, version tout long dit not read, c'est le Azure Firewall Manager. Alors j'ai marqué le même schéma parce que je n'en avais pas de correspondant, mais en gros, le Azure Firewall, je vais juste vous montrer rapidement à quoi il ressemble, de manière pas très jolie. Je crois que j'en ai un là, voilà. Vous avez un truc ici, Firewall Manager, et moi j'ai rien en l'occurrence. Si je vais dans Rôle classique, et ben du coup ici je peux gérer des rôles ou des groupes de rôles en l'occurrence sur mon Firewall. Et le Firewall Manager, c'est un truc qui permet de gérer plus qu'un firewall dans un seul endroit et de créer des policies qu'on peut réappliquer à plusieurs firewalls. Donc si vous avez plusieurs plaques gérées de la même manière en termes d'autorisation de flux, ça peut être un truc intéressant. J'ai pas testé, donc j'ai pas plus d'opinion que ça pour le moment. Voilà. Je vais juste me remettre rapidement sur mon bout de code ici pour voir s'il est là. Et là, il me dit quoi? Qu'il n'a pas réussi à faire un truc. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il a quand même réussi à créer ma route ou pas? Juste pour voir, parce que j'aime bien quand même savoir si j'ai réussi à faire mon bout de code. RGVM Spoke, je devrais avoir une route normalement. Je l'ai pas. Donc ça veut dire que j'ai foiré mon plan. Ok. Pof. Voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour, on a fait notre heure, du coup, comme prévu, même un peu plus d'ailleurs. S'il y a des questions, bah, je peux prendre un peu de temps pour y répondre, et sinon, bah, merci de votre attention. Alors, y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Encore 30 secondes. N'hésitez pas, faites pas les timides. David n'est pas méchant, il ne mord pas. Donc du coup, je donnerai les slides à Laurent, comme ça tu Ouais, pourras les diffuser là où tu veux. donc Et elles si seront j'ai diffusées sur le GitHub du ouais. Meetup. Et si j'ai le temps, les bouts de code que j'ai mis en œuvre, je les mettrai dans un Git. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Comme je disais, j'ai repris quelques modules que j'avais à gauche, à droite. Et là, vous avez pu voir que, en l'occurrence, il y a certaines choses que j'ai fait en live et que j'ai pas documenté. Donc, il faut que je prenne le temps de mettre ça dans un fichier README qui explique un peu tous les steps. On a joué un peu avec les NSG, on a joué un peu avec on n'a pas eu le temps de jouer avec les routes. On a eu le temps de regarder ce qu'on pouvait voir avec Network Watcher. Le gros morceau, c'est pas. Enfin, il y a un gros morceau quand vous faites du réseau, c'est le NSG. Enfin, les NSG et les autres systèmes que vous allez brancher pour faire du filtrage. Et l'autre gros point, ça va être le routage, surtout si vous rajoutez des trucs un peu Sioux, comme je disais tout à l'heure, les service endpoint et les private endpoint. Et là, ça commence à devenir compliqué. OK? Ok, merci beaucoup David. C'est moi. Je vous colle dans le chat le lien vers le traditionnel formulaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce meet-up, si c'était à votre goût ou pas, ou voilà. Enfin, donnez-nous toutes vos remarques, elles sont utiles pour construire des futurs meet-up. Autre point, donc là, cette session a été enregistrée, donc elle sera mise en ligne sur le YouTube du Meetup également. Et donc, le prochain Meetup sera un Meetup orienté autour de Databricks et Ah, très bien ça. sur Azure. Et nous aurons avec nous, donc ce sera un Meetup qui sera présenté par moi-même et par Alex, ainsi que Mathieu Lamérès, qui est Solution Architect chez Databricks et qui nous assistera dans cette démo. Donc voilà, donc prochain meet-up fin juin autour de la data et de Databricks. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie de votre présence. On espère que vous avez passé un bon moment et donc on vous dit très bien sûr très prochainement à la prochaine session dans un mois qui sera annoncée très prochainement. Voilà, voilà. Merci à tous. Merci Merci beaucoup. David. Au revoir. Merci, au revoir. Merci David, bonne soirée.